Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons maintenant traiter de l'aspect fédératif de la Fédération canadienne et nous allons commencer par mettre quelques notions de base en place en parlant de la création de la Fédération canadienne. Alors, vous aurez sans doute remarqué que sur cette page, j'ai mis l'Union Jack, l'Union Jack qui nous rappelle bien que jusqu'en 1965, le Canada n'avait pas son propre drapeau et que l'Union Jack agissait toujours à titre de drapeau officiel du Canada. Et cela nous rappelle également que lors de la Fédération en 1867, la volonté des Canadiens n'était pas de se détacher de la couronne britannique, excusez-moi, tout au contraire. Je vous réfère d'ailleurs au préambule de la loi constitutionnelle de 1867 qui est très clair à cet égard. Nous voulions être au contraire une colonie plus forte de la couronne britannique. Donc, mise en place avant la fédération, vous vous rappellerez que depuis 1840, il y a le Canada, donc il s'agit du Canada uni, qui a été créé par l'acte d'union de 1840. Les deux Canadas, en fait, le Haut et le Bas-Canada, avaient été unis ensemble à la suite du rapport de Lord Durham, qui y avait trouvé une solution ici pour assimiler les francophones, qui, selon lui, constituait la base de tous les problèmes que connaissait le Canada, donc les terres britanniques en Amérique du Nord. Toutefois, cette union n'a véritablement jamais très bien fonctionné et dans les dernières années, les gouvernements alternaient les uns après les autres. Il y avait des problèmes en ce qui concerne également le fonctionnement du Sénat. En fait, le problème principal est que naturellement, au moment de la création de l'acte d'union de l'Union, les francophones étaient majoritaires. Donc, puisque le but était de les faire disparaître et de les assimiler, on avait prévu un nombre égal de représentants à l'Assemblée, aussi bien pour le bas que pour le Haut-Canada. Les choses se sont développées et dans les dernières années, au contraire, les anglophones du Haut-Canada ont une population plus importante et il leur semble injuste à ce moment d'avoir autant de députés que les francophones n'en ont. Donc, grande instabilité. Également, il y a des mouvements politiques qui s'opposent entre conservateurs et progressistes. Donc, tout ça fait en sorte que l'on doit trouver une autre solution donc, pour structurer et faire fonctionner le Canada. Donc, qu'est-ce qui va forcer les Canadiens à réfléchir, outre cet aspect politique? Il y a à ce moment de l'histoire toute une série de facteurs qui feront en sorte qu'il est nécessaire de restructurer le Canada. Premier élément, et je ai mis ici une photo de la guerre de sécession. Premier élément, les Américains. Les Américains ont une armée très puissante. Le Canada uni est certes organisé, mais il dépend encore de la Grande-Bretagne. Même chose pour les colonies maritimes. Or, la Grande-Bretagne a bien fait valoir qu'elle n'entendait plus dépenser autant pour la protection de ses colonies, que celle-ci devait s'organiser pour être suffisante, autosuffisante dans ce domaine. La Grande-Bretagne fait également valoir qu'elle va cesser d'accorder des avantages à ses colonies excusez-moi, pour l'importation de biens donc en Grande-Bretagne. Et il y a donc également le fait que les États-Unis, et plus particulièrement les États du nord des États-Unis, ont cessé de reconduire des ententes économiques permettant donc l'accès à leur marché d'une façon privilégiée. Donc, tout ça mis ensemble, en plus des problèmes, comme je vous disais, politiques, tous ces facteurs vont pousser donc les politiciens de l'époque à réfléchir au développement d'une nouvelle structure politique pour le Canada. On peut également, et ici je ne suis en train de ne rien dévoiler d'important, je vous renvoie au préambule de la loi constitutionnelle de 1867. Il est évident qu'on veut donc une union commerciale et donc importante, ouvrir les frontières.
Or, en s'associant avec les provinces maritimes, mais celles-ci auront accès donc au grand marché du Canada et les provinces canadiennes auront accès également aux produits qui pourraient être avantageux dans les maritimes. On pense ici, entre autres, aux matières premières et notamment au charbon. Les provinces maritimes produisent beaucoup de charbon, la Nouvelle-Écosse en premier lieu, et on sait qu'à cette époque, si l'Angleterre s'est développée de la sorte, c'est en grande partie à cause de son charbon. Donc, on a ici une matière qui sera alléchante pour les provinces canadiennes. La défense mutuelle, c'est ce à quoi je référais il y a 2 minutes avec les États-Unis. Le Canada, pour l'instant, n'a qu'un tout petit territoire. Vous avez vu la carte que j'ai produite, hein, donc le Canada uni, ce n'est qu'un tout petit territoire. Or, il y a d'autres colonies britanniques en Amérique du Nord. En créant cette fédération, on pourrait donc faire en sorte de réunir tous les territoires britanniques d'Amérique du Nord, faisant en sorte que tout cela serait uni dans un État unique et de la sorte, nous pourrions stopper le développement des États-Unis vers le nord qui pourrait être tenté d'aller occuper ces grands territoires qui ne sont pas bien structurés. D'ailleurs, les Canadiens eux-mêmes, dans le Canada uni, ne sont pas trop certains de l'étendue de leur territoire, ne connaissent pas véritablement leurs frontières. Tout ça est encore bien flou dans leur esprit. Ce que l'on veut, par contre, c'est conserver donc pour les provinces maritimes leur individualité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les provinces maritimes ici, dans l'ensemble, à cette époque, ont une population d'à peu près 800 000 personnes, alors que le Canada uni en a plus du double. Donc, évidemment, pour les provinces maritimes, prises individuellement, pour chacune d'entre elles, cela est inquiétant. On a peur de rentrer dans cette grande union. Donc, il nous faut une formule qui fera en sorte que chacune des provinces maritimes pourra conserver son individualité. Chez les francophones, on a également les mêmes sensibilités. Alors, on sait que l'acte d'union avait pour but de les faire disparaître du territoire britannique d'Amérique du Nord. On voulait qu'ils deviennent tout simplement des anglophones, si possible anglophones également anglicans. Donc, c'était la proposition de Lord Durham. Donc, les francophones voient bien ce qui va se produire. Il y aura plus d'anglophones encore, donc anglicans, qui vont s'ajouter à la majorité sur le territoire donc britannique d'Amérique du Nord. Donc, il nous faut trouver une formule qui va permettre aux francophones de préserver sa culture et ses institutions, et on pense ici au premier chef, au droit romano-germanique qui est pratiqué encore dans le Canada de l'Est. Alors, l'avantage de la formule de la fédération, c'est de répondre donc à tous ces demandes des différentes composantes. En plus de ça, et par contre, s'ajoute donc à cela une autre difficulté. Monsieur MacDonald aimerait avoir un gouvernement central fort. Il a vu la guerre de sécession donc au sud. Il considère que cette guerre de sécession découle en partie de la grande autonomie dont bénéficient les États aux États-Unis, donc il ne voudrait pas qu'il y ait la même faiblesse dans la structure canadienne. Il voudrait avoir un gouvernement central fort. À cela s'oppose ce dont je viens de vous parler, donc les francophones du Canada de l'Est qui aimeraient avoir un grand degré d'autonomie et la crainte des provinces maritimes d'être tout simplement gobées dans ce grand ensemble et de disparaître. Donc, il faudra trouver une formule qui va satisfaire ces deux volontés, une volonté centralisatrice et une volonté d'autonomie régionale. Donc, la formule de la fédération peut offrir
ce genre de garantie, mais évidemment, cette volonté centralisatrice ne sera pas sans marque sur le contenu de la Fédération canadienne, sur la structure de la Fédération canadienne, qui en ce sens est beaucoup plus centralisatrice que de nombreuses autres fédérations donc, existant sur la planète. Donc, quelle forme d'union? Ben, on ne le sait pas au départ, hein. En fait, comme je vous l'ai dit, tout ça va naître d'une instabilité qui existe au Canada uni. On verra dans les prochaines diapositives, un comité sera mis sur pied et on ne sait pas trop si on va procéder par une espèce de structure de coopération législative ou on procédera par une autre structure qui sera une structure donc fédérative. Pour l'instant, au départ également, on pense à faire plutôt une fédération qui réunira le Canada, les deux Canadas, donc une fédération qui se composerait de deux entités, ce qui permettrait donc de répondre aux demandes des deux populations du Canada uni. Par contre, va également naître cette idée d'avoir une grande colonie réunissant tous les territoires britanniques d'Amérique du Nord. Donc, cela aussi va nourrir les réflexions. D'ailleurs, il n'y a pas que les politiciens qui pensaient à ce type de formule dans la communauté civile et notamment à Québec. On trouvera des articles de journaux qui vont parler de ce type cette possibilité. Donc, on réfléchit à tout cela, mais rien n'est établi encore donc, dans les premières années des travaux. Donc, finalement, en 1867, 64, comme vous le voyez, il va y avoir un comité spécial de l'Assemblée législative qui sera présidé par George Brown, que l'on retrouvera d'ailleurs dans toutes les négociations, qui va réfléchir à toutes ces possibilités. Vous avez vu dans le titre de cette diapositive que cette information et les informations qui suivront viennent de l'arrêt de la Cour suprême renvoi relatif à la sécession du Québec. D'une façon assez opportune donc pour les Canadiens, il s'avère qu'à peu près à la même époque, les représentants des maritimes réfléchissent également à la possibilité de faire une union des colonies maritimes. Essentiellement pour les mêmes raisons que le Canada uni. Problème de marché au niveau des États-Unis qui se sont refermés, problème également de subventions venant de la mère patrie qui veut que ces colonies soient plus autonomes, bien que ces colonies comme le Canada uni étaient déjà autonomes dans une certaine mesure, puisque, comme vous le savez, il y avait des structures politiques, des parlements qui fonctionnaient, donc qui étaient autonomes dans toutes ces colonies. Mais la couronne s'attend à plus, s'attend à ce que ces colonies puissent se défendre, donc par exemple, et puissent développer leur propre marché. Donc, le Canada uni avant de ce projet dans les provinces maritimes, donc les représentants canadiens vont demander à être invités. Il n'était pas prévu au départ que la réunion soit ouverte aux Canadiens. Et il y aura, comme vous le voyez, le 1er septembre 1864, donc une grande réunion à Charlottetown avec 23 délégués. Et les délégués canadiens sont arrivés en bateau, d'ailleurs, et ils résideront sur leur bateau pendant toute la période de la réunion. Il n'y a pas d'installation de prévu pour eux. Et lorsque eux voudront, par exemple, recevoir les représentants des provinces maritimes, ça se fera sur leur bateau. Et il semble en fait que les Canadiens aient été bien convaincants. D'ailleurs, lorsqu'on lit les travaux de cette réunion, ben on se rend compte que plusieurs de ces représentants des provinces maritimes voyaient un Canadien pour la première fois et que finalement, ils les ont trouvés bien sympathiques. D'ailleurs, les Canadiens avaient bien fait les choses puisqu'ils ont notamment organisé un grand repas sur leur navire au cours duquel le champagne, paraît-il, coulait à flot. Quoi qu'il en soit, après 5 jours de discussion, un projet d'union est arrêté.
Les principaux aspects de l'accord donc nous montrent que ce que l'on veut, c'est une union fédérale, donc avec une législature bicamérale. Donc les idées sont là, mais ce n'est pas encore complet. Il faudra donc compléter le tout. Et que fera-t-on? Une deuxième conférence qui se tiendra cette fois-ci à Québec. Cette conférence de Québec est fondamentale puisque c'est au cours de cette conférence que un texte sera composé et que ce texte, finalement, lorsqu'on le regarde, s'il s'agit, cela deviendra la base de la loi constitutionnelle de 1867. Toutes les grandes idées que nous avons dans notre loi constitutionnelle de 1867 se trouvent dans ces résolutions de la Réunion de Québec. Alors, dans cette réunion de Québec, un principe fondamental qui sera arrêté, c'est un Parlement bicaméral avec une chambre haute et une chambre basse, donc en ce qui concerne le gouvernement central. Dans la chambre basse, la représentation se fera donc par voie élective, naturellement en respectant une régularité dans le nombre le nombre de représentants sera désigné donc au prorata de la population. C'est ce que j'essayais d'exprimer, le fait que chaque vote doit avoir une valeur à peu près semblable partout dans toutes les provinces. Par contre, au niveau du Sénat, les membres de cette assemblée seront donc désignés et non pas élus. En plus, ce que l'on fera, c'est s'assurer que d'un nombre constant de sénateurs pour chacune des grandes régions canadiennes. À cette époque, il y aura 3 régions, donc le Québec, l'Ontario et les provinces maritimes. 24 sénateurs pour chacune de ces grandes régions et le nombre ne pourra varier. De la sorte, si vous voulez, on va faire en sorte que les plus petits aient plus de poids dans la structure fédérative. Et je pense ici aux provinces maritimes, naturellement, dont la population est bien moindre que au Canada. Donc, ou le riche Bas-Canada. Alors, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, la province riche se trouve être la partie francophone. La navigation ne se rend pas encore jusqu'au Grand Lac à cette époque. Hein, donc, tout s'arrête à Montréal. Donc, il va y avoir cet accord en fixant le nombre de sénateurs de la sorte, en faisant en sorte qu'il ne puisse varier au prorata du développement de la population, mais on va donc garantir aux provinces maritimes d'avoir toujours un poids important dans le Parlement canadien, puisqu'il est clair qu'il ne doit pas y avoir de préséance d'une chambre sur l'autre. Les deux chambres sont égales. D'ailleurs, dans les travaux qui vont conduire à l'adoption de la loi constitutionnelle de 1867, ce qu'on appelle maintenant la loi constitutionnelle de 1867, on va remplir un vide en prévoyant qu'il soit possible pour le gouverneur général de nommer un certain nombre de sénateurs lorsque les deux chambres s'opposeront pour l'adoption d'une loi, d'un texte, et qu'il soit impossible de débloquer le tout. Donc, en nommant d'autres sénateurs, on pourra de la sorte réussir à faire passer le projet de loi. On comprend que, puisque cela a été ajouté, puisque cela a été prévu, mais on comprend que cette nécessité reposait sur le fait que les deux chambres soient égales et qu'il n'y ait pas eu nécessité pour le Sénat de plier les chines devant la volonté de la Chambre des communes. Donc, cela se comprend aussi puisqu'il était très clair depuis le début, et là aussi je vous renvoie au préambule de la loi constitutionnelle de 1867, il était très clair que la Constitution canadienne devrait être construite d'une façon qui respecte les principes de la Constitution donc britannique. Et puis voilà, je vous ai mis par la suite les 72 résolutions qui vont former
le texte de base qui va servir donc à la réflexion euh, des délégués qui iront à Westminster par la suite, donc pour rédiger ce qui deviendra l'acte de l'Amérique du Nord britannique que nous appelons maintenant, donc depuis 1982, la loi constitutionnelle de 1867. Donc vous pourrez regarder le contenu de ces diapositives qui vont vous permettre de comparer les deux textes et vous allez voir que vraiment on y trouve toute la base de notre loi constitutionnelle de 1867. Alors, juste un dernier commentaire. On voit bien que finalement, le Canada n'a pas été construit parce qu'il y avait une espèce de sentiment de fraternité à travers toutes les provinces. Essentiellement, on y voit ici des questions pratiques en ce qui concerne le commerce, en ce qui concerne la sécurité, hein, en grande partie, qui a conduit les provinces à se rapprocher les unes des autres. Il y aura des mouvements sécessionnistes dès le départ. Donc, ce qu'on avait prévu au début comme devant être facile n'a pas été si facile. C'est-à-dire que à la suite de la réunion de Québec, il avait été prévu que naturellement une adresse soit envoyée au Parlement donc britannique et il avait été prévu également que cet accord des 72 résolutions dussent être adopté par chacun des parlements et si cela a été plus ou moins facile puisque ça n'a nécessité que quelques mois de travaux au niveau du Canada uni, ça n'a pas été le cas donc dans toutes les provinces. Oui, le gouvernement de l'île du Prince-Édouard et celui de Terre-Neuve ont même décidé de se retirer du processus, donc ils n'ont pas adhéré donc au Canada en 1867. Au Nouveau-Brunswick, il a fallu tenir une élection générale pour être capable finalement d'adopter le projet. Et en Nouvelle-Écosse, donc là aussi, il y a eu des tensions, des élections ont été nécessaires, mais on sait que au lendemain de l'adoption de ce qu'allait devenir la loi constitutionnelle de 1867, la Nouvelle-Écosse a tenté donc de se séparer de ce nouveau Canada et a envoyé des représentants auprès donc du responsable des colonies à Londres pour demander que on abolisse ce texte qui venait d'être adopté et évidemment la couronne britannique voyait là quelque chose de positif donc et pour la couronne et pour ses colonies en Amérique du Nord et ce fut refusé. Il y avait également dans ce processus une certaine, je ne dirais pas tension, mais tout le monde n'était pas nécessairement content de cette union. Un des aspects qui pouvait être antipathique aux personnes à cette époque, c'était notamment la présence de minorités, c'est-à-dire qu'on pense ici au premier chef aux francophones, donc catholiques, qui étaient dans cette union. Et Georges-Étienne Cartier, donc lors des travaux parlementaires, devra s'attarder sur cette question et faire valoir que loin d'être une faiblesse, tout au contraire, il s'agit d'une richesse et que chaque groupe pourra y apporter donc ses connaissances particulières et que là, cela devrait permettre au Canada de se développer. Donc, cette structure fédérale, évidemment, a été adoptée en 1867, mais il est très clair que le Canada n'était pas fini. Déjà, on le sait par le nombre de provinces donc, qui vont constituer le Canada au départ. Vous avez un deuxième paragraphe sur cette diapositive qui vous indique le processus et le moment auquel les provinces se sont jointes au Canada. Donc, il est certain que cela devait se développer par la suite. Et j'ajouterai autre chose. Le texte qui a été adopté, et notamment la répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les provinces,
peut, sous certains aspects, sembler imprécis. Dans une certaine mesure, cela a été voulu par les rédacteurs. Il était bien évident que ce texte n'allait pas être modifié régulièrement, qu'on n'allait pas adopter des amendements sur une base régulière. Donc, le degré de flou que l'on trouve dans la loi constitutionnelle de 1867, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences entre le palier fédéral et les paliers provinciaux, les articles actuels, articles 91-92. Alors, cette imprécision, dans le fond, c'est, premièrement, c'est ce qui permet à la loi constitutionnelle de continuer à se développer ou tout au moins à s'appliquer aux situations modernes en fonction de l'interprétation qu'on en fait. Mais en même temps, cela a permis à chaque représentant donc, qui représentait une division, donc les provinces maritimes, le Haut et le Bas-Canada, cela leur a permis de retourner dans leur province avec un sentiment de satisfaction, chacun ayant son interprétation personnelle du texte et étant de la sorte capable de le présenter donc aux autres élus, donc à sa Chambre des représentants, pour avoir l'aval. Donc, il est assez normal que le texte ne soit pas aussi précis, aussi technique que certaines personnes pourraient le souhaiter. Vous avez ici également un élément important dans le deuxième paragraphe. Les provinces maritimes ont insisté pour qu'il y ait un chemin de fer qui soit construit donc entre les provinces maritimes et le Québec. Alors, on sait que une des raisons qui a conduit à la création du Canada, c'était le commerce. On voulait donc s'assurer qu'il y aurait les moyens nécessaires pour transporter les produits. Et il y avait donc de nombreux produits. Je vous ai parlé du charbon il y a quelques minutes. Donc, pour transporter les produits, et on pense aux pêches également. Donc, je reprends pour transporter les produits des provinces maritimes vers le Canada uni. Il était nécessaire d'avoir ce chemin de fer. Donc, c'était une condition sine qua non pour les provinces maritimes. Pas de chemin de fer, pas de marché. Souvenez-vous que, pas de marché, excusez-moi, pas d'union. Souvenez-vous que je vous ai dit que le marché des provinces maritimes vers le sud avait été fermé par les voisins du sud. Donc, c'est une façon de compenser si on ne pouvait aller vers le sud. Mais pour les provinces maritimes, c'était d'aller vers l'ouest et de développer ces marchés à l'ouest. Sans train, sans chemin de fer, il aurait été impossible de se faire. Les provinces maritimes sont trop pauvres pour construire ce genre de structure sans avoir l'aide du gouvernement central du Canada à venir. Vous avez ici, à partir de cette diapo, une partie des résolutions donc, qui ont été adoptées à Québec. Je ne vais pas les commenter, je vous laisse les regarder, mais je vous invite à les regarder puisque elles sont intéressantes dans la mesure où effectivement elles permettent de voir que les textes étaient clairvoyants, étaient quand même bien rédigés. Et c'est d'autant plus étonnant que presque toutes les dispositions ont été rédigées par M. MacDonald, qui était le seul juriste ayant quelques notions de droit constitutionnel dans le groupe des négociateurs. En fait, on lui attribue au moins 50, la paternité d'au moins 50 des résolutions qui ont été adoptées à ce moment-là. Donc, MacDonald lui-même a écrit dans une correspondance avec un de ses amis, pour le meilleur ou pour le pire, cette constitution est mienne, donc il était bien conscient du travail qu'il avait effectué dans la rédaction de ce texte. C'est en partie pour ça d'ailleurs qu'il faudra aller à Westminster. Donc, naturellement, ça nous prend une loi britannique, mais il faudra remodeler le tout à l'aide des fonctionnaires donc, du Parlement de Westminster qui vont être en mesure de redonner à ce texte une couleur, une facture plus juridique pour que l'on ait une loi qui puisse vraiment servir de constitution au nouveau pays à venir. Je vais dérouler ici les diapositives puisque ce sera une vidéo que vous aurez. Donc, je vais dérouler les diapositives.
Et si vous voulez prendre le temps de les lire, il vous suffira de mettre sur pause donc la vidéo qui se déroulera donc sur votre écran. Donc je vais m'arrêter à quelques secondes à chaque diapositive et ce sera tout en ce qui concerne mes commentaires pour ce PowerPoint. Je vous remercie de votre attention.